Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, je donne des cours particuliers d'économie et de gestion et aujourd'hui je vais vous parler du commerce international. Je vais essayer de vous expliquer en quoi le commerce international ça peut à la fois être positif pour certains et négatif pour d'autres. C'est-à-dire qu'il va y avoir une partie vertueuse dans le commerce international. Il y a des pays qui vont y trouver un avantage et c'est la théorie qui a été dominante pendant des années, mais et c'est observable, c'est ce qu'on observe dans les faits, il y a certains pays pour qui le commerce international, ça a un effet défavorable. Et on verra donc dans un deuxième temps comment ça se passe. Mais avant tout, on va repartir au fondement du commerce international et donc au côté positif de la chose, vu que c'est comme ça que ça a été mis en place et que c'est à l'origine du phénomène de mondialisation. En fait. Donc on va démarrer tout de suite par un petit exemple de ce qui peut se passer dans le commerce international. Ok, donc on va parler de ce que j'appelle le cercle vertueux du commerce international. C'est-à-dire qu'il va y avoir un avantage au commerce international. Et le premier, en fait, c'est l'augmentation du marché potentiel. C'est-à-dire qu'un pays, si demain une entreprise française ne vend qu'en France, et ben, elle a un marché de 60 millions de consommateurs potentiels, si tout le monde est potentiellement intéressé. Alors que si à l'échelle internationale tout le monde est intéressé, et ben, il y a 6 milliards et demi de consommateurs potentiels. Donc entre 60 millions et 6 milliards et demi, il y a quand même une différence. Et donc bien sûr c'est un exemple un peu extrême, mais de manière générale le commerce international ça a cet effet-là, ça ouvre des frontières et donc ça augmente la taille du marché potentiel. Et l'intérêt qu'il y a derrière, c'est la notion d'économie d'échelle qu'il y a ici. En fait, la notion d'économie d'échelle, elle se réfère à autre chose, c'est ce qu'on appelle les charges fixes. Les charges fixes, en fait, ce sont des charges que va avoir à payer l'entreprise, peu importe son niveau de production. On va dire que l'entreprise a 100 de charges fixes, et donc si elle produit 100, eh ben, le coût unitaire est de 1. C'est-à-dire que pour chaque unité qu'elle produit, elle a un coût fixe de 1 euro, par exemple, si c'est des euros. Donc si demain, on passe sur un marché de taille plus grande, donc on va avoir une production sous-entendu qui va pouvoir être plus grande, donc si je multiplie la production par 10, mes charges fixes, elles, ne bougent pas. Par contre, mon coût unitaire baisse. Et cette baisse du coût unitaire, elle va donc arriver là, on rentre dans le cercle, c'est la baisse des coûts, elle va permettre une augmentation de la demande anticipée. C'est-à-dire que si le coût baisse, on va pouvoir un prix plus bas. Si on a un prix plus bas, on va avoir plus de demandes. C'est la base de l'économie de marché. Alors c'est une demande qui est anticipée à ce stade-là. J'insiste sur le fait que c'est anticipé. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui pense que dans le futur, du fait qu'elle a baissé son prix et qu'elle est face à un marché plus grand, elle va avoir plus de demandes. Donc, si elle anticipe plus de demandes, elle va demander de la main-d'œuvre. Elle va aller chercher de la main-d'œuvre à l'entreprise pour pouvoir produire. Et donc, elle va embaucher. Cette augmentation de l'emploi et des embauches, ça va entraîner in fine une augmentation des salaires. Parce qu'on va bien rémunérer ce travail qu'on demande. Et si on a une augmentation du salaire, on a une augmentation du pouvoir d'achat. Dans la mesure où on va avoir une baisse des prix, une augmentation des salaires, on va forcément avoir une augmentation de la demande. Si c'est quelque chose dont les gens ont un intérêt, bien sûr. Et cette augmentation de la demande, elle va être à nouveau comblée par une augmentation de la production. Il y a une espèce de cercle vertueux qui va se mettre en place. Et au final, on va avoir une baisse des coûts. En gros, le marché international annonce aux entreprises qu'elles vont pouvoir, être face à un marché plus grand et donc produire plus. Le fait qu'elles produisent plus, c'est encourageant pour l'économie tout entière. Ça, c'est le fondement du commerce international. C'est l'idée qu'il y a derrière. Par contre, si ce modèle-là il a pu marcher dans certains pays, il y a d'autres pays pour lesquels, au contraire, il y a un cercle vicieux du commerce international. Maintenant, on va s'intéresser à l'autre partie du commerce international. Donc, je vous ai dit que le commerce international, ça pouvait être positif. Mais le commerce international, son fondement, c'est aussi ce qu'on a vu dans l'autre vidéo, c'est des avantages comparatifs et des avantages absolus que je vous invite à aller voir si vous n'avez pas regardé. C'est que dans le commerce international, généralement, les pays vont avoir tendance à se spécialiser dans la production d'un type de bien, dans la vente d'un type de bien. Il y a ce qu'on appelle une organisation internationale du travail. Et en conséquence, on a observé, on a défini un ratio qui s'appelle les termes de l'échange. Et tout le cercle vicieux du commerce international, il va passer par ce ratio qu'on appelle les termes de l'échange.
Les termes de l'échange, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le rapport entre le prix de mes exportations et le prix de mes importations. C'est-à-dire le prix de ce que je vends dans le commerce international et le prix de ce que j'achète au niveau du commerce international. Et là où ça devient problématique, c'est que les pays développés, ils vont avoir généralement, plus de formation, plus de ressources, et ils vont donc se tourner vers les fortes valeurs ajoutées. Donc les pays développés, ils vont utiliser des fortes valeurs ajoutées. Alors que les pays en développement ou les pays sous-développés, eux, ils vont généralement plutôt prendre des matières premières, des industries textiles, des choses comme ça, des choses avec moins de valeur ajoutée que par exemple un avion. D'un côté, j'ai un avion, c'est quelque chose qui a une énorme valeur ajoutée, qui a un énorme travail. De l'autre, j'ai du café, bah, c'est beaucoup moins de travail. Et le problème, il vient du fait que cette tendance, elle s'accentue avec le temps. C'est-à-dire que les riches deviennent de plus en plus riches et deviennent de plus en plus bons dans ce qu'ils font, donc ils créent de plus en plus de valeur, alors que les pauvres, au final, ils continuent de faire ce qu'ils faisaient avant. Il n'y a pas grande évolution, même s'ils peuvent produire un petit peu plus, il n'y a pas de révolution dans ce qui se passe chez eux. Donc il y a ce qu'on appelle une dégradation des termes de l'échange. Donc une dégradation de ce ratio, qui fait que le prix des exportations des pays pauvres va avoir tendance à baisser par rapport aux importations qu'ils ont des pays développés. L'exemple pour illustrer ça, c'est un exemple d'un économiste, il n'est pas qu'économiste, mais on va dire d'un économiste brésilien, pour simplifier, qui a remarqué qu'en 1954, pour acheter une Jeep, donc une voiture américaine, les Brésiliens devaient produire 14 sacs de café. Jusque-là, tout va bien. Par contre, 8 années plus tard, en 62, pour avoir une Jeep, ils devaient produire 32 sacs de café. Donc autant vous dire que si les Brésiliens n'ont pas été capables en 8 ans de doubler leur production de café par hectare, ils sont tout simplement en train de perdre de l'argent à cause du commerce international. C'est-à-dire que le commerce international leur coûte plus, le coût est plus fort que ce que ça rapporte en fait. Et c'est ce phénomène-là qui fait que les pays en cours de développement ont tendance à s'appauvrir avec le commerce international. Parce qu'ils vont avoir des importations de plus en plus chères, alors que ce qu'ils exportent relativement aux importations, ça vaut pas grand-chose. Donc en gros, c'est un peu triste, mais les plus riches vont continuer de s'enrichir, alors que les plus pauvres vont avoir tendance à s'appauvrir. Voilà, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez dans la description de la vidéo toutes mes coordonnées. Je vous invite à aller voir mon autre vidéo sur le commerce international si jamais vous êtes intéressé par le sujet. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.